Bien, good morning. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer parce que on est quelques-uns dans la salle, mais nous sommes beaucoup plus de l'autre côté de la caméra. Donc il faut commencer à l'heure pour respecter tous les horaires. Juste un point qu'on me demande, un point technique. Tout le monde a son petit engin de traduction, son casque. OK. Bon, voilà. Il y en a ici, ça c'est pour les intervenants, etc. Mais on va commencer par débuter cette session par une intervention de Dorit, notre présidente du comité Histoire naturelle, qui va faire un petit mot d'accueil pour débuter la conférence. Bonjour. Je n'ai pas français et mon français c'est terrible. So I will speak English. Et donc, je vais vous parler en anglais. I'm very excited to be here in Nantes. Je suis très enthousiaste, très contente d'être ici à Nantes pour notre réunion annuelle. Pour cette réunion de NatHist, c'est le Comité international pour les collections dans les musées d'histoire naturelle. C'est un honneur d'être ici, que la ville nous accueille. C'est la première fois que je viens à Nantes et ça m'a beaucoup plu. Notre équipe cette année, alors, notre sujet, ce sont les collections dans des musées et les défis socio-écologiques. Cela veut dire quoi? Cela nous montre qu'il y a vraiment un monde changeant actuellement et nous avons besoin de repenser notre objectif, même notre emploi dans nos communautés. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la nouvelle définition pour des musées, mais si vous consultez cette définition, vous allez voir le suivant. Le musée n'existe pas pour conserver des collections, mais pour être plus actifs dans la société, dans les communautés. Ils ont un rôle à jouer. Il faut faire face aux défis comme le changement climatique. Par nous, chez nous, les gens ils vont être sensibilisés au changement climatique. Donc cette réunion est primordiale. Nous avons besoin de votre retour, d'avoir un échange avec vous par rapport à ces problématiques. Je pense qu'il y a au moins 50 personnes ici en présentiel, mais plus ou moins 150 personnes en ligne. Donc, pendant que je vous parle, et nous en avons parlé brièvement hier, je ne parle pas à 50 personnes, mais à 200 personnes. Et ceci me plaît. La réunion annuelle est une opportunité pour rencontrer nos collègues, nos homologues d'ailleurs, pour avoir un échange avec eux, pour qu'on puisse partir avec de nouvelles idées, pour tout changer chez nous peut-être. Donc je voudrais remercier ceux qui viennent du musée de Nantes, leur directeur Philippe, qui est le député, le vice-président de l'ACOM NatHist. Et je voudrais également remercier les membres du conseil d'administration puisqu'ils travaillent pleinement, durement, pour créer de bonnes choses. Et surtout, je veux parler de Phèdre, notre secrétaire. Merci Phèdre qui travaille dur pour la réussite de nos projets. Donc, merci à vous tous, merci de votre présence.
je nous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci Dorit. Ensuite, Azélie Douez est conseillère municipale déléguée à la culture scientifique, technique et industrielle, qui est une politique importante de ce mandat, qui est vraiment très important pour nous dans le développement du musée, mais d'une manière générale de la culture scientifique. Elle est aussi conseillère métropolitaine, vice-présidente, voilà. Et je vais lui laisser la parole et elle va pouvoir s'exprimer, sachant qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Je vais quand même faire bref. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour la ville de Nantes que d'accueillir cette conférence annuelle du réseau ICOM NatHest. Et c'est pour moi un grand plaisir que d'ouvrir vos travaux ce matin. I understand that the working language of your network la langue du réseau est l'anglais. Donc je vais parler en anglais. So it is an honor for the city of Nantes, pour la ville de Nantes, comme j'ai dit, d'accueillir la conférence annuelle de l'ICOM NatHest, et c'est mon plaisir personnel de vous accueillir ici ce matin. Alors les grands défis de nos jours sont au cœur, ou seront au cœur de vos débats aujourd'hui. Tout comme Dorit, la présidente vient de dire, nous vivons des moments difficiles dans toutes les sections de la vie, dans les sections socio-démocratiques, culturelles et écologiques. Et je pense que la magnitude de cette crise écologique fait partie des défis auxquels il faut faire face. Donc nous parlons non simplement des frontières de la vie humaine, c'est-à-dire les rapports entre les humains et les non-humains, mais il faut réfléchir à nos modèles de croissance, il faut considérer également les frontières de la connaissance universelle, c'est-à-dire tout ce qui a été construit jusqu'ici, connu comme la connaissance universelle, ce que nous avons cru depuis la révolution de la modernité. Donc, pour ceux qui sont anglophones, évidemment, vous allez penser à de Francis Bacon, la nature, la culture. Nous, en France, nous allons parler de René Descartes, avec la grande distinction entre les objets et les sujets. Toutes ces catégories maintenant doivent vraiment se remettre en question, et je pense que la crise écologique est un facteur monumental dans ce questionnement. Les musées ont une responsabilité. Il faut contribuer à ces débats publics, non simplement parce que les musées sont des institutions reconnues pour la connaissance, pour la sagesse, mais ce sont des musées qui sont ancrés dans la société. Il est, selon moi, pertinent pour votre réseau d'avoir choisi ce sujet, les collections, l'importance des collections face aux défis modernes. Et je pense qu'il est approprié également que vous le fassiez ici à Nantes. Nantes est une ville qui fait face tous les jours à la crise environnementale. Peut-être que Philippe vous en a déjà parlé, mais il y a un nouveau projet pour le musée qui est centré absolument sur ces défis du changement climatique, c'est-à-dire l'effondrement de la biodiversité, et comment continuer demain, comment continuer de vivre sur cette planète demain. Ce musée, j'espère que vous allez revenir en 2028. Je pense que c'est la date butoir, donc 2028, pour justement découvrir un musée qui va vous parler pleinement de la vie humaine qui a évolué, non simplement à côté d'eux, mais aussi en rapport avec d'autres formes de vie.
Nantes est également une ville qui a une histoire de contribution, si je peux me permettre. Contribution à l'entreprise impériale de l'Europe. C'était un port important à l'époque de l'esclavage. Et c'est une ville qui a participé dans beaucoup d'introspection en tant que ville sur l'histoire et l'histoire de l'esclavage. Donc, pour ceux qui, vendredi, peuvent venir visiter le musée d'histoire naturelle, on va aller au château de Duc. En fait, c'est le château d'histoire qui est dans le château de Nantes. Vous allez voir que l'histoire et la façon dont on a choisi de vraiment faire face à notre histoire est important. Et vous allez voir ça au château. Et ceux qui vous allez visiter le musée doré, vous allez découvrir un musée qui a été construit sur des collections données par les collectionneurs du 18e, 19e, 20e, des philanthropes. Pour la plupart, la famille des armateurs qui avaient leur rôle à jouer dans l'esclavage. Donc, cette histoire, ce fardeau d'histoire a certaines obligations et vous allez découvrir tout cela dans la façon dont les collections sont exposées. C'est un examen critique qui est au cœur de notre projet ici à Nantes. Vous êtes membre des DICOM, de Natistes. Donc peut-être que pour vous, ces problématiques ne sont pas vraiment au cœur de vos propres inquiétudes, mais je pense que oui. Je pense que c'est toujours important dans la façon dont on expose des collections. Ça montre notre façon de vraiment exposer ces problématiques. Et je pense qu'en tant qu'anthropologue, Philippe, je me permets de poser la question. Si un météorite est un objet culturel, vous êtes géologue, votre réponse va... peut-être que vous allez me dire que ce n'est pas important. Mais moi, je fais partie d'un autre réseau sur les droits et la démocratie culturelle. Et l'un de nos contributeurs, un Argentin, Américo Castillo, vient tout juste de faire une étude qui nous montre comment un météorite, au moins pour les premiers peuples de l'Argentine, pourrait éventuellement être considéré comme un objet culturel avec beaucoup de signifiance spirituelle. Et je pense que vous savez que ces questions, ces problématiques, cette idée d'échange et d'échange d'objets, même des objets inanimés comme les météorites et les cailloux, peut être très complexe. Donc l'une des questions devant nous, devant tous les musées aujourd'hui, est la suivante. Comment justement répondre à ces questions? Comment exposer ces objets? Et comment participer, comment intéresser les communautés locales qui, dans les villes, les communautés sont très diverses et variées. Et je pense que c'est une des questions qu'elle a souligné, Dorit. Quand on considère les régimes de savoir-faire dans la voie scientifique et dans d'autres régimes qui étaient considérés comme étant peu pertinents,
La question est, quelle est la place que nous offrons à d'autres visions cosmologiques? Je pense que c'est toujours important d'explorer les liens entre les écosystèmes et les visions cosmologiques, les cosmovisions. Mais comme toujours, il n'y a pas de réponse facile à ces questions complexes. Ce sont des questions qui méritent un peu de réflexion. Et j'espère qu'ici, c'est le lieu justement pour en parler, pour en débattre, et que vous allez rentrer chez vous à la fin de la conférence avec de nouvelles idées. Je suis sûre que oui. La richesse dans ce réseau est qu'il y a un lien fédérateur des musées qui viennent de partout dans le monde. Les gens se retrouvent et je pense que la conférence va être fructueuse. Merci beaucoup. Thank you, Azelis. Merci, Azelis. Juste un point qui me paraît important de dire, c'est un point de terminologie. Muséum avec un accent en France, c'est les musées d'histoire naturelle. Museum. Et muséum en anglais, c'est tous les musées. Et ça, c'est important parce que je me demande pour la traduction s'il ne peut pas y avoir quelquefois des petites imprécisions qui viennent de cette confusion. Muséum avec un accent en France, ce sont tous les musées, et en Suisse aussi d'ailleurs, ce sont tous les musées d'histoire naturelle. Et muséum en anglais, c'est tous les musées. Voilà, ça me paraît important de donner cette précision. Je vais laisser la parole à Nicolas Cardot, qui est directeur général culture et art dans la ville, qui a aussi des choses à nous dire sur la façon dont toutes ces questions que l'on traite aujourd'hui sont aussi traitées déjà depuis longtemps dans la ville de Nantes, qui est quand même assez pionnière en la matière. Nicolas. Bonjour à tous. Donc, Nicolas Cardou, je suis directeur général à la culture et je vais parler en français. Je suis désolé parce que je pense que je serai plus à l'aise pour décrire un peu ce qui fait notre trajectoire d'une relation au patrimoine qui est un peu particulière ici à Nantes, qui va approfondir un petit peu ce chemin qu'a évoqué Azilis Gouez, et relation au patrimoine qui trouve aujourd'hui sa concrétisation autour d'un certain nombre de musées, de projets de musées sur lesquels nous travaillons. La ville de Nantes dispose d'un patrimoine complexe à plusieurs égards. Bien évidemment, sa responsabilité à une mémoire universelle des dominations procède de sa place dans le commerce triangulaire. Cette place en France se compte en nombre d'expéditions, puisque Nantes a été une ville qui a à peu près engagé plus de la moitié, voire les 2/3 des expéditions qu'on peut trouver en France. Si bien que, naturellement, cette histoire a traversé comme une faille et un fantôme un certain nombre de décennies du XXe siècle. Et lorsqu'à la fin des années 1980, notamment avec une nouvelle majorité politique, il a fallu se reposer cette question de cette histoire. Naturellement, la vision même de l'histoire et donc des musées s'en est trouvée transformée. Donc c'est une histoire de plusieurs décennies qui a amené à un moment à constituer de grandes expositions, à parler de l'esclavage d'une manière beaucoup plus directe qu'elle ne le faisait auparavant. Auparavant, on parlait d'une histoire malheureuse, je cite l'adjectif qui était utilisé par les précédentes municipalités, dont on n'était pas fier, et ça s'arrêtait là. Et naturellement, avec
En plus, une connaissance approfondie qui s'est développée dans les années 90 et 80. Des chercheurs ont remis au devant un certain nombre de chiffres et la ville de Nantes a souhaité aborder cette question de manière frontale, directe, à la fois à travers un travail de connaissance et un travail de visibilité dans l'espace public. Cette visibilité, elle est concrétisée aujourd'hui sur le quai de la Fosse à travers un mémorial contre l'esclavage, qui est un espace que je vous invite à découvrir naturellement, et qui assume en effet dans l'espace public une faille sur les quais qui mène à un espace sépulcral dans lequel cette longue histoire de l'esclavage et les témoignages qui sont à la fois de ceux qui l'ont vécu et de ceux qui l'ont affronté, qui s'en sont émancipés, appellent à communier autour d'un site, ces quais, desquels partaient des expéditions dont on ne voyait que très peu d'esclaves revenir, puisqu'il y a eu quelques traces de population noire à Nantes, mais c'était une non-visibilité par là même de la place des hommes dans la ville que ce commerce triangulaire. La question de reposer l'histoire de Nantes s'est concrétisée autour du musée d'histoire, d'abord, qui a été le premier chantier de reconstitution d'une histoire de ville. À un moment où la métropole de Nantes voulait se positionner dans un espace européen, il fallait qu'elle sache qui elle était pour savoir où elle allait. Et je pense que cette question s'est posée petit à petit sur chacun des objets muséaux de cette ville, qu'elle s'est posée pour le Muséum d'histoire naturelle de la même manière. Savoir où on allait, ça voulait dire aussi, et je le disais tout à l'heure, repenser la vision qu'on pouvait porter d'une histoire, de l'histoire. À Nantes, naturellement, les relations avec le monde ont été intenses, naturellement complexes aussi. Et elles ont appelé à revendiquer et à poursuivre la pensée, notamment de Patrick Boucheron, sur une histoire monde, une histoire connectée, donc naturellement, de fait universelle, qui est une forme d'histoire inquiète, dans le sens où, comme le dit Patrick Boucheron, elle nous oblige à exposer avec gaieté et franchise nos propres destinées et nos propres héritages. Et dans cet esprit, on a pu constituer un parcours d'histoire de ville qui reconnaisse aussi bien la place de ce temps de l'histoire de la ville que le matrimoine. Nantes a été l'une des premières villes à transformer la dénomination des journées du patrimoine en journée du matrimoine et du patrimoine, reposer la question des dénominations de rue, reposer la question de la place des ouvriers dans la ville, de la place des savoir-faire, de reconnaître ces mémoires plurielles qui constituaient à la fois des communautés, des mondes dans une même ville qui n'avaient pas nécessairement le droit de citer comme l'espace public le permettait et comme un parcours d'histoire le permettait. De ce mouvement de réappropriation de l'histoire par la ville a procédé ensuite, notamment avec le fait métropolitain, puisque les musées ont été transférés à la métropole en 2016. Ce transfert a permis de poser une autre échelle de territoire, un territoire plus vaste, a permis aussi de disposer de nouveaux moyens. Avec ce transfert, de nouvelles perspectives et je pense aussi une contamination par contiguïté, disons, d'un besoin de refonder les projets muséaux s'est imposé d'un musée à un autre.
le musée d'art a repensé ses accrochages pour déconstruire un peu de l'histoire de l'art classique et remettre en dialogue des œuvres qui ne devraient pas l'être au vu des standards habituels de la formation de l'histoire de l'art, pour donner à voir la place de l'art dans des espaces sociaux, poser la question du travail en donnant des regards qui traversent l'histoire, poser la question des femmes en les présentant aussi à travers des regards d'artistes qui ne sont pas d'école nécessairement associées. Et donc, sans forcément l'énoncer de manière tout à fait militante, ce réaccrochage a été une forme de revisite, a contribué à cette déconstruction du musée et reconstruction du musée sur lui-même, cette décolonisation d'une idée arrêtée qui, aujourd'hui, fait complètement de notre point de vue, sens avec deux grands projets de musée que sont le Muséum et la Cité des Imaginaires. Penser des projets de musée en 2024, c'est naturellement se trouver face à des questions, à une question sociétale majeure qui est de constituer des espaces de respiration en contradiction avec un mouvement global, social, où l'attention se raréfie. Une perte de ressources qui n'est pas qu'une perte de ressources du vivant, de la biodiversité, qui est aussi une perte de ressources humaines. Et donc c'est contredire une forme de néo-capitalisme où l'on voudrait finalement, dans cette crise de l'attention, je cite un peu les travaux d'Yves Citon en disant cela, où l'on voudrait se dire que l'espèce de sursollicitation attentionnelle qu'on a tendance à qualifier parfois justement de pathologique chez les jeunes, n'aurait comme solution que de maîtriser ses propres ressources d'attention. Alors qu'au contraire, il faudrait penser une attention sur autre chose, une attention sur l'humain, sur les grands défis de notre monde et sur les défis écologiques. C'est donc une écologie de l'attention de laquelle il faudrait que les politiques publiques participent, que les musées participent. Et naturellement, il y a une forme consubstantielle entre un projet de ville et des projets de musée, les penser comme des lieux à la fois de connexion et de déconnexion, d'éducation et d'émerveillement. C'est reconnaître le musée comme une sorte de jardin nourricier. Et je le dis parce que parfois, dans les débats qu'il peut y avoir sur le coût des musées, reconnaître un musée comme un espace vert et le positionner comme cela, ça peut faciliter des discussions avec des responsables financiers de finances publiques, puisque aujourd'hui, on a plus de facilité à investir parfois dans des espaces verts que dans des lieux culturels. Donc Achille Mbembe avait défendu pendant la période du Covid un droit universel à la respiration. Je crois que c'est de cela dont il s'agit, c'est-à-dire respirer dans l'espoir de fraterniser. Fraterniser la respiration, c'était ça son terme. Deux grands projets de musée, l'un qui est ce muséum, qui sera un muséum de l'habitabilité de la Terre. Je laisserai Philippe en parler avec sa vision scientifique, et une cité des imaginaires, qui pour nous, deux projets qui font complémentarité. La Cité des Imaginaires, qui sera située sur la porte de l'Estuaire, donc un quartier qui est à l'ouest de Nantes, est un lieu au départ de patrimoine dans lequel on accueillera le musée Jules Verne, qui aujourd'hui est un petit musée, puisque Jules Verne est né à Nantes. Il détermine sa vocation d'écrivain sur les quais de Nantes. Et nous disposons, par l'intermédiaire d'un legs, de l'intégralité de ces manuscrits. Nous avons donc un patrimoine particulier à faire valoir et une relation spécifique à la vocation. Je me permets juste d'insister sur cet exemple du rapport à Jules Verne.
On a pu lire ces dernières années un certain nombre de regards critiques, parfois nécessaires, sur l'œuvre de Jules Verne, qui allaient jusqu'à dire: est-ce qu'on peut encore lire Jules Verne aujourd'hui ? En regardant cette œuvre dans son époque et avec sa complexité de la trajectoire d'un homme de son temps, on voit un homme qui justement traverse la géographie d'un regard colonial, un regard environnemental, justement de la reconnaissance des risques, de la richesse, de la nature, des terres inconnues, au regard de la dévastation capitaliste de l'homme et de ses désirs d'exploitation. Et l'on mesure que cette trajectoire d'un écrivain devrait être la nôtre, aujourd'hui encore, qu'elle est celle d'un lanceur d'alerte, qu'elle est pétrie de contradictions qui sont celles d'un siècle où on porte au nu l'industrialisation, le progrès technique, sans nécessairement le mettre au regard des ravages qui déjà se pointent dans les sociétés industrielles européennes. Et naturellement, c'est cette trajectoire nouvelle par rapport à la lecture de l'œuvre qui nous intéresse de croiser au regard de la bataille des imaginaires qui est celle qui se présente à nous, une bataille de l'attention, une bataille des imaginaires, proposer des imaginaires qui révèlent des désirs. Philippe Cadic a un essai qui dit « Si ce monde vous déplaît, vous devriez en voir quelques autres ». C'est cet esprit de la cité des imaginaires qu'on veut nourrir, partir d'une connaissance du réel et de la vérité au Muséum d'histoire naturelle, en nourrir un émerveillement, donc des imaginaires du réel, tout en suscitant une capacité, une capacitation dans la cité, c'est-à-dire une capacité à dessiner, à écrire. Voilà un peu la trajectoire politique qui a été celle des élus de la métropole et qui, je crois, nous a amené à changer de regard sur les musées, à en faire des institutions. L'histoire culturelle de Nantes s'est plutôt d'abord tournée sur la réappropriation de son espace public, une forme de réveil de la Belle Endormie, a-t-on dit un peu a posteriori, par de grandes compagnies de spectacles vivants comme Royal Deluxe, qui avait des géants qui transformaient la ville. Et à partir de cette réappropriation de la ville sur elle-même, d'une nouvelle capacité à être ensemble, d'un nouveau lien social qui s'est constitué autour de grands événements, les musées ont trouvé leur chemin et se sont imposés comme des acteurs incontournables de la société locale et d'une capacité à produire de nouveaux récits et de nouveaux imaginaires. Désormais, le chemin est encore ouvert. On a des défis devant nous. Rien n'est simple. Les patrimoines sont toujours complexes. Il faudra se poser plus encore la question de la décolonisation de nos collections, de leur explication. On a naturellement un travail qui n'est pas abouti. Et bien évidemment, on est aussi traversé par les tensions sociales qui sont celles de n'importe quel territoire. Arrive-t-on réellement à produire de la diversité dans nos publics? Arrive-t-on réellement à construire des ponts entre les différentes communautés qui forment la cité? C'est des questions qui ne doivent jamais s'arrêter d'être posées. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire par rapport aux perspectives qui sont les nôtres sur les 10 prochaines années. Merci Nicolas. Donc voilà posé à la fois par notre élu et à la fois par notre directeur général les conditions dans lesquelles le Muséum de Nantes évolue et on est bien dans les questions qu'on va soulever aujourd'hui et demain à travers ces conférences. Donc merci à vous deux pour cette contribution déjà. Moi je trouve que c'est vraiment une contribution à la conférence et qui m'intéresse. Je vais passer la parole à Nicolas Cramart, directeur du musée du Valais.
Non, Anita? Ah, sorry. OK. Thank you, Philippe. Yeah. My name is Anita. Oui, bonjour, je m'appelle Anita et donc je travaille donc au Muséum naturel de Berlin et c'est moi qui vais présenter Nicolas. Donc oui, Nicolas est un collègue un peu hybride dans notre monde de l'histoire naturelle. Depuis 2013, il est directeur du Musée de la Nature du Valais en Suisse et son parcours professionnel est caractérisé, on va dire, par une double culture en sciences naturelles avec un master en sciences de la Terre et un doctorat en géochimie et en sciences humaines avec un master de recherche en histoire, philosophie et didactique des sciences. Et depuis plus de 15 ans, Nicolas participe à de nombreuses activités de médiation scientifique. Il est collaborateur, enfin il prend part, on va dire, en tant qu'universitaire à des recherches en sciences de l'éducation. Il est collaborateur scientifique au TECFA, le laboratoire d'éducation de Genève. Et il est aussi membre du conseil d'administration d'Icopatiste. Il a travaillé aussi à la définition des musées, les perspectives et les potentiels. Donc Icom Define, qui a proposé la définition des musées votés à Prague en 2022. Donc, au musée de la nature, il développe divers projets liés au thème de l'Anthropocène. Le plus important de ces projets, c'est l'exposition Objectif Terre, qui a reçu le prix Expo 2016 de l'Académie suisse des sciences naturelles. Et a été la première exposition au monde sur ce thème produite par un musée d'histoire naturelle. Et depuis, il participe à des collaborations internationales en muséologie sur le thème de l'Anthropocène dans les musées d'histoire naturelle. Voilà. Alors, ceci dit, et prenant, on va dire, en compte tout ceci, nous attendons avec impatience votre discours principal, Nicolas, sur les collections des musées au défi de l'Anthropocène. Merci, Nicolas. Alors, je prends ce micro. Oui, ça vous va? Bien. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette aimable présentation. Merci beaucoup aussi pour cette invitation. C'est bien entendu un grand honneur de venir parler de ce sujet qui a été introduit. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant et important de me lancer dans ce sujet si on prend en compte les propos très importants de mes prédécesseurs ici sur scène. Alors, je vais parler en français si vous le permettez parce que mon anglais n'est pas super et peut-être, oui, plutôt que de parler du globish, c'est probablement mieux que je parle français parce que je sais que vous avez une traduction en anglais qui est excellente. Donc, si ça vous va, vous avez tous vos casques, c'est bon, oui. Et donc du coup, on va pouvoir passer à la présentation en français. Ça vous va? Oui, si vous voulez bien. Bon, pour la qualité de mon propos, si vous le permettez, et je vais essayer de me contenter de 25 minutes afin de prendre des questions du public. Bien voilà, sûr, merci beaucoup. Il a été dit que les enjeux socio-environnementaux sont très importants, donc je vais traiter de ces questions ici au travers de la collection, mais quand même un peu plus, et peut-être d'une certaine manière essayer de vous répondre, Madame l'élu, mais aussi qui est anthropologiste, puisque vous avez posé des questions qui sont quand même essentielles et que nous devons également nous poser en tant que musée de sciences naturelles. Donc en tant qu'institution culturelle, et ça je me réfère également, et je terminerai également la présentation là-dessus, je me réfère à la définition du musée, et c'est vrai que nous sommes des institutions culturelles au plein sens du terme. La culture, c'est pas que l'art, c'est aussi les musées de sciences naturelles au service de la société, et donc nous devons être les plus efficients, les plus pertinents pour celle-ci, pour traiter de ces enjeux environnementaux. Alors pour démarrer, voilà, puisque nous sommes en France, je vais faire référence à un important philosophe français, connu dans le monde entier, Bruno Latour, qui, durant la période du Covid, en particulier durant la période du Covid, n'avait de cesse de rappeler que finalement, les enjeux les plus importants de notre temps, c'était les enjeux environnementaux, les enjeux politiques les plus importants, parce que finalement, tous les autres en dépendaient. Et qu'on ne devait pas oublier qu'il y avait cet enjeu avant tout qui était le plus important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les autres, mais quand même, c'était l'enjeu le plus important. Et
Et donc, peut-être, au regard de ce point de vue, on peut, nous, questionner nos pratiques, nos objectifs en tant qu'institution culturelle. Je parle des musées en général. Alors, c'est vrai que, je suis désolé, c'est un peu caricatural, mais beaucoup de musées dans le monde entier, disons, excepté les écomusées ou des musées spécifiques qui vont traiter, je ne sais pas, de l'automobile ou du chocolat, on a des musées qui sont quand même liés à des disciplines académiques. Et donc, on va dire que chaque discipline académique a ses propres modes de production de connaissances et des discours sur les collections qui en résultent. Ça, c'est un point important. Et aussi qu'également, les thèmes des expositions découlent également de ces modes de production de connaissances, de ces épistémologies. Donc, de cette manière, on peut dire que les musées de sciences naturelles, depuis longtemps, alors ça c'est pas du tout nouveau, ont traité du changement climatique, de la biodiversité, je ne sais pas, de la nourriture, des espèces invasives, de la nature en ville, enfin autant de sujets qui ont été traités depuis très très longtemps. On n'a pas attendu la mode du climat pour les traiter. Mais la question qu'on doit se poser ici, est-ce que finalement ce type d'approche, alors je pense qu'elle est utile et nécessaire, mais la question maintenant, désormais, c'est de se poser la question, est-ce qu'elle est suffisante, au fait ? Est-ce qu'on ne devrait pas aller un peu plus loin que ce type d'approche ? Donc c'est ce que je vais tenter, par cet essai, cette présentation, d'aborder ici, et peut-être de faire écho à des choses que vous avez évoquées, en particulier les notions de nature-culture dont je vais parler. Alors, il est vrai que pour traiter des questions environnementales, souvent on se réfère à des concepts comme le changement climatique, ça a été dit, la perte de diversité, on parle aussi de crise environnementale, de changements globaux ou d'anthropocène. Alors, je n'ai pas le temps de détailler chacune de ces concepts, mais pour moi, ils sont tous limités. C'est-à-dire que les changements globaux, pour moi, ce n'est pas trop mal, parce que ça englobe beaucoup de thématiques, en particulier le changement climatique et la biodiversité, mais bien d'autres. Parce qu'à l'agenda politique et médiatique, on parle maintenant de ces deux problèmes, mais il y en a plein d'autres, en fait, en réalité. La question, le terme de crise environnementale, moi, me pose un problème communicationnel, parce que la notion de crise, un peu par définition, laisse penser qu'on peut revenir à l'état antérieur à la crise. Or, dans la situation actuelle, on se rend compte qu'il y a une inertie qui est tellement grande de notre impact sur l'environnement qu'on ne peut pas revenir vraiment à la situation actuelle, précédente. Donc le terme crise peut-être laisse penser, avec une vision un peu technosolutionniste, qu'on pourrait revenir et résoudre les problèmes. En fait, non, on va devoir s'adapter en réalité. Donc la notion de crise aussi, je pense on peut la questionner. Et donc moi, personnellement, je préfère la notion d'anthropocène, qui a également ses limites, peut-être j'en aborderai quelques-unes, mais n'empêche que c'est peut-être le moins mauvais des concepts et le plus englobant et le plus profond pour parler des questions environnementales. Et c'est aussi un concept paradoxalement très intéressant parce qu'il va permettre de mobiliser quantité de savoirs provenant de disciplines très différentes qui, individuellement, ne sont pas du tout nouveaux. Par exemple, nature-culture, ce n'est pas un thème du tout nouveau en sciences humaines et sociales, c'est un thème très ancien, mais ça permet de mobiliser des thèmes très anciens, mais de les mettre en lien. Et ça, c'est juste incroyable. Et je pense que c'est là la puissance, on va dire, heuristique de découverte de ce concept. Alors, 2 mots sur l'anthropocène, je ne vais pas faire long. À la base, c'est un concept géologique où il y avait l'idée d'introduire dans l'échelle des temps géologiques une nouvelle époque qui succéderait à l'Holocène. Alors ça, c'est d'actualité. Ça a été refusé au mois de mars de cette année par la Commission internationale de stratigraphie pour des raisons très méthodologiques et des bagarres entre géologues qui ne sont pas terminées. Enfin, moi-même, je suis géologue, je ne suis pas très content de la décision. Pas parce que je m'intéresse à l'anthropocène, mais je pense que c'est très discutable. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Je rappelle que nous sommes officiellement toujours dans l'Holocène. L'Holocène a été défini dans un stratotype qui se retrouve dans la glace, dans un glacier au Groenland. Alors certes en profondeur, un glacier c'est pas éternel, et d'autre part aussi d'un point de vue mécanique et physique, la glace elle flue, il y a un fluage. Donc à terme, je peux imaginer quand même que la glace, que le golden spike de l'Holocène, en fait, un jour, il va fondre de toute manière. Donc, ce n'est pas un très bon... Mais je le dis parce que, dans une approche symétrique, c'est ce qu'on a reproché aussi au stratotype proposé par l'Anthropocène. Et la deuxième chose, c'est que souvent, on fait le procès à l'Anthropocène d'être un concept anthropocentré, très centré sur l'homme. En fait, l'intention de ceux qui l'ont proposé, c'est simplement de désigner une cause. Simplement une cause, Homo sapiens, rien d'autre que ça, même si évidemment du point de vue anthropologique, on sait bien qu'il n'y a pas une seule humanité, mais c'est une vision très générale, comme ça, c'est Homo sapiens, et après on ne s'intéresse pas de savoir quel, évidemment, sous-groupe de l'espèce. Mais en revanche, il ne faut pas oublier que l'Holocène, toujours dans une approche symétrique et critique, l'Holocène correspond à peu près au Néolithique, car franchement, de ce point de vue-là, il n'y a pas plus anthropocentré que l'Holocène. Donc voilà, ça j'y vais de ma petite attaque, je ne pouvais pas m'empêcher de profiter de
cette estrade pour le dire. Donc, en fait, en réalité, et ça c'est un article récent d'opinion qui a été publié toujours dans la revue Nature, en fait, en réalité, il est évident que ce concept d'anthropocène a toujours de l'intérêt dans énormément de domaines, dans les milieux culturels et aussi scientifiques. C'est un concept très présent dans les universités, dans des facultés très, très différentes. Alors, donc, globalement, et au-delà des controverses scientifiques, peut-être quelque chose qui est complètement inattaquable, c'est l'idée que l'anthropocène, c'est le concept qui dit que moins vite, pour la traduction. Ok, je ne sais pas où la personne qui traduit, je vais trop vite. Ah. Merci, je vais ralentir un peu le débit. Je suis suisse, mais désolé, je parle rapidement. Vous voyez, comme quoi les clichés. Enfin, il me semble. J'espère que j'ai gardé un peu l'accent quand même. En fait, quelque chose qui est inattaquable, c'est l'idée que les changements globaux environnementaux que nous vivons actuellement sont significatifs au regard de l'histoire de la Terre. Et là, j'ai eu des discussions avec des géologues fortement opposés à l'anthropocène, ils sont tout à fait d'accord avec ça. Et d'autre part, la raison de ces changements profonds globaux et significatifs au regard de la Terre, eh bien, c'est Homo sapiens. Ça, c'est quelque chose qui ne prête pas à la discussion. On peut discuter du début de l'anthropocène, je ne vais pas traiter de cette question ici, j'en ai pas le temps, mais ça, c'est inattaquable. Et de ce point de vue-là, il faut surtout prendre l'anthropocène comme un signal. En fait, c'est juste un signal que quelque chose ne va, mais alors profondément pas du tout. Et ça ne va pas du tout. Donc il faut juste le prendre comme signal. Et en tant que tel, je ferai je tirerai une première conséquence du concept d'anthropocène, c'est que l'anthropocène, c'est le choc des temps, globalement. C'est le croisement de notre temps historique et du temps géologique. Et ça, d'un point de vue simplement éducatif, c'est très très surprenant parce qu'on est face à ce qu'en anglais, dans la littérature éducative anglo-saxonne, on appelle misconception ou conception erronée, c'est-à-dire que ça s'oppose aux représentations communes partagées, surtout dans les pays occidentaux, du temps. C'est-à-dire qu'on a un peu l'idée d'un substratum minéral, que tout ce qui est géologie, c'est relégué dans un temps très 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 ancien, d'un monde minéral qui n'est qu'un substratum et rien d'autre, dans un temps très très éloigné, ce qu'en didactique des sciences, parfois on appelle obstacle de l'état stable de la nature, contre lequel nous devons lutter et que l'on doit prendre en question. D'un point de vue plus anthropologique aussi, il y a des questions de représentation du temps, puisque dans les pays occidentaux, on a une représentation d'un temps plutôt sagittal, un peu le temps du progrès, un temps qui va toujours vers plus de progrès. Et donc on a aussi cette vision d'un monde qui s'est constitué d'abord avec un substratum, puis la vie qui évolue pour arriver à l'homme, une vision très théologique. Ça, c'est des représentations qu'il faut absolument prendre en compte quand on travaille sur ces choses-là. Et en fait, du point de vue même, si on s'intéresse à nos collègues historiens, il faut voir que l'anthropocène amène à des réflexions très très intéressantes. Et je pense 3 moments dans l'histoire. Alors je ne peux pas prétendre faire toute l'histoire de la science historique et de son épistémologie, mais enfin c'est vrai qu'on est passé des balbutiements d'une science historique avec un immense penseur comme Leibniz, qui s'est intéressé à la géologie, qui a fait le lien entre la géologie, ce monde minéral et son présent, mais plutôt avec un monde, une nature vue comme un peu un décor de cinéma. Puis ensuite, au XXe siècle, avec le grand historien français Fernand Braudel, il essaye aussi de faire le lien, mais finalement, ces différentes temporalités prennent place les unes par rapport aux autres, un peu comme des poupées russes. Et finalement, dans l'actuel, avec des penseurs comme Dipesh Chakrabarty, qui d'ailleurs a une origine, vous voyez, on est dans une pensée un peu post-coloniale d'ailleurs, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, un penseur d'origine indienne, qui était professeur à la très fameuse université de Chicago, qui lui va considérer qu'au fait, désormais, ces deux histoires, histoire naturelle et histoire du monde, sont complètement intriquées, imbriquées. Et ça, c'est vraiment fondamentalement choquant, on va dire, et autant pour des raisons, on va dire, pédagogiques, didactiques, mais aussi de fait, parce que c'est très éloigné de notre cosmologie, au fait. On a parlé de cosmologie tout à l'heure. Et nous, alors, juste peut-être faire un petit passage par l'anthropologie, en citant un travail extrêmement célèbre d'un penseur français, Philippe Descola, professeur au Collège de France, qui va grossièrement, mais avec énormément d'autres penseurs, il y a énormément d'études parallèles qui semblent montrer la même chose, d'un passage à la fin du Renaissance. Ça, c'est une slide que j'ai déjà présentée en 2016 au Natiste à Milan, pour ceux qui étaient, excusez-moi, mais je le reprends ici, qui montre d'un point de vue anthropologique global. Alors, il propose, ça n'est qu'un modèle interprétatif, on peut discuter ce modèle, mais globalement, il est intéressant, parce qu'en Occident apparaît une nouvelle forme de rapport à la nature qui va appeler naturalisme, où finalement on va considérer qu'on partage avec notre environnement
une même matérialité, mais qu'en revanche, au niveau de l'intériorité, peut-être grossièrement dit là, moi je m'excuse si je ne suis pas très précis, mais ce qui fait, là nous sommes uniques, l'humain est unique. Donc on se met dans une position très distante de l'environnement. Il y a énormément de travaux dans énormément de disciplines jusqu'à l'histoire de l'art qui tentent à mettre en évidence ce nouveau rapport à la nature. Et ça, il est très important parce que finalement, il va permettre de définir ce qu'est la nature et ce qu'est la culture. Hein. Et donc, grossièrement, c'est un peu schématique ce que je présente, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail ici, mais la nature, elle est conçue comme une machine, un peu la métaphore de la machine, et même la science qui naît dans ce contexte de pensée au XVIIe siècle, la science moderne, avec ses prémices bien sûr à la Renaissance, avec des approches d'ingénierie d'abord, eh bien, va considérer que la machine, si la machine suit des lois, eh bien, l'objectif de la science au départ, c'est de mettre en place une démarche d'objectivation par rapport à la nature et de découvrir les lois de la nature, de découvrir quelles sont les lois, les rouages de la nature. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ce point de vue-là n'est pas du tout opposé à la vision théologique du monde. Hein. D'ailleurs, il y a énormément d'ecclésiastiques qui vont pratiquer l'activité scientifique parce que finalement, comprendre les lois de la nature, c'est comprendre ce que Dieu a créé. Hein. Donc, je le dis parce que parfois, on dit grossièrement qu'il y a rupture entre science et religion au XVIIe siècle. Du point de vue de l'histoire des sciences, à mon sens, c'est complètement faux. Et de l'autre côté, la culture, c'est la liberté. Et donc, on a fait référence tout à l'heure rapidement à Descartes, puisqu'on est en France. Et bien sûr, cette idée que l'homme pourrait être comme maître et possesseur de ce monde. En fait. Voilà. Donc, cette grande dichotomie. Alors, nous, là, j'ai parlé un peu philo-anthropologie. Maintenant, revenons à notre travail dans les musées. Et puis, on peut se dire que finalement, cette idée de... Alors là, je suis encore Bruno Latour, le philosophe français. C'est vrai que nature-culture, en soi, pourrait résumer tout le grand courant de la modernité. Et puis nous, on peut l'interroger, cette question-là, parce que là, j'ai mis nature XOR culture. En logique, XOR, c'est un ou exclusif, c'est l'un ou l'autre. Et poser cette question en disant, mais finalement ça, la poule, est-ce que c'est un objet naturel ou est-ce un objet culturel? Parce que de fait, si on applique notre gabarit ontologique, notre cosmologie, on devrait dire c'est l'un ou l'autre. Et en fait, on ne se pose pas souvent cette question, et on se dit, oui, bon, c'est un animal, donc c'est un musée de sciences naturelles. Mais en fait, la poule n'existe pas dans la nature. La poule est un produit de sélection naturelle, elle est un produit de l'œuvre humaine aussi. Donc c'est bien sûr au départ un animal, enfin une origine animale, mais modifiée par l'humain. Et donc, à quelque part, on est dans une démarche, on devrait plutôt maintenant essayer de révéler ces hybrides qui vont à l'encontre de de ce qui fait notre relation au monde, notre manière de comprendre le monde et de nous positionner par rapport à ce monde. Et au fait, ça ne marche pas, de nature-culture. Parce que la poule, elle n'est pas soit naturelle, soit culturelle. Au fait, elle est les deux. Et la poule, elle peut être autant dans nos musées de sciences naturelles qu'elle peut être dans un musée d'histoire. Parce qu'au fait, elle a aussi une dimension d'artefact, clairement. Et donc, des objets comme ça, il y en a d'autres. Il y a aussi des objets d'ordre géologique. Alors là, j'ai pris un exemple parce que je suis très fier d'en avoir maintenant dans mon musée. Ce qu'on appelle la trinitite. La trinitite, c'est le sable qui a fondu dans le désert d'Almorogo, je ne sais jamais son nom, bref, avec l'essai le fameux premier essai nucléaire de Trinity, où on a fait, alors j'ai la date ici, donc le 16 janvier 1945 à 5h29 du matin, donc c'est à ce moment-là que s'est formée cette trinitite, le premier essai nucléaire. Donc là, on a créé un objet qui n'est ni naturel ni culturel, qui est finalement les deux. Hein. Donc il y a des objets de ce type-là. Alors celui-là, il est un peu exceptionnel, je suis très content de l'avoir parce que pour l'origine de l'Anthropocène, il est quand même souvent proposé au milieu du XXe siècle. Et la production de radioisotopes, telle que celui-ci, c'est un moment marquant, donc je suis très content de l'avoir dans ma collection. Mais il y a des objets plus simples, puisque je me suis déplacé dans une rivière pas trop loin de mon musée, donc je suis allé voir cette rivière. Comme géologue alpin, j'ai pu retrouver des galets de roches alpines classiques, mais j'ai aussi trouvé des galets de béton, mélangés aux autres. Donc on a bien des galets qui sont perçus par le grand public comme des formes géologiques, d'un processus géologique que tout le monde a appris à l'école, mais en revanche, la matière, c'est du béton. Et l'âge de ce béton, c'est quelques dizaines d'années, alors que les autres galets sont formés de roches qui vont de quelques dizaines à centaines de millions d'années. Donc le contraste est saisissant. Pourtant, c'est un galet comme les autres. Donc là aussi, on a un hybride, au fait. Donc là-dessus, on a débrayé une série de petits livrets qui présentent ces différents discours et qui présentent en particulier ces galets de béton comme des objets comme ce qu'on appelle des technofossiles, c'est de la technosphère. Et ces objets sont particulièrement intéressants parce que non seulement ils ont ce caractère hybride que je présentais tout à l'heure, mais ils ont aussi un intérêt géologique dans le sens où ce sont des marqueurs qui vont durer très très longtemps. Puisque dans les rivières du monde entier sont charriés des galets de ce type-là,
pas que du béton, aussi d'autres technofossiles, qui vont se sédimenter dans des bassins sédimentaires, dans des roches qu'on appelle détritiques ou des conglomérats, et qui vont durer des millions, voire des milliards d'années. Donc là, le marqueur géologique, et ce sont des fossiles en tant que tels. D'ailleurs, nous-mêmes, dans mon musée, j'ai mélangé dans la salle sur l'Anthropocène, nous avons mélangé des objets de ce type-là avec des fossiles classiques, parce qu'ils ont le même statut d'objet, en fait, pour nous. Alors, un autre objet que j'aime beaucoup, c'est on a toute une série de trophées de cerf, qui ne sont pas les trophées de cerf classiques qu'on trouve dans les collections de sciences naturelles, ce sont toujours des trophées de cerf où les cerfs ont des barrières dans leur bois. En fait, c'est terrible. Ce sont des cerfs qui sont morts parce que leurs bois sont pris dans des barrières. Ils en sont morts, en fait. On en a énormément. Et ça a été l'occasion, dans le cadre de ces publications, de poser un discours à différents niveaux. D'abord, on les présente comme symbole du mitage du territoire, de ce qu'en anglais on appelle le land system use, fait de la gestion territoriale, qui fait qu'on détruit des environnements naturels, mais aussi on coupe et on empêche aussi la diversité génétique. Donc, ils sont quelque part les porte-parole de cet enjeu de sciences naturelles, mais également, d'un point de vue plus symbolique, ce que je vous ai raconté sur la nature-culture. C'est-à-dire que ces trophées de cerf ne sont pas les trophées de cerf classiques, et c'est très intéressant. Moi, je fais de la philo avec n'importe qui dans le musée, des fois quand j'ai la chance d'y être, je dis, pour vous, c'est naturel ou culturel? Et on démarre une discussion. Alors les gens souvent nous disent, c'est une œuvre d'art. Je dis, non, c'est pas une œuvre d'art, il n'y a pas d'intention derrière, c'est comme ça. C'est un objet hybride, au fait. Donc, pour en savoir plus, je vous conseille, parce que je ne peux pas développer, il y a eu une excellente série de workshops qui ont été organisés par l'excellent musée de sciences naturelles de Berlin, et sur la question avec énormément de contributions très diverses. Et je vous conseille la lecture de cet article qui résume un peu les enjeux de collection avec bien d'autres. En particulier, vous voyez ici, multi-layer description from different perspectives are needed to contextualize, on a parlé de contextualisation tout à l'heure. Challenge, open up and deconstruct historical knowledge production in collection. Donc vous voyez qu'on rejoint des choses qui ont été présentées en introduction. Je vous conseille la lecture de ce livre. Alors, dans cette perspective, nous avons organisé au Musée de la Nature du Valais une exposition en collaboration avec le Center for Post-Natural History de Pittsburgh, qui est un petit centre, qui a une collection qui se concentre sur les objets biologiques modifiés intentionnellement par l'humain. Et on avait fait une exposition qui présentait tous ces objets hybrides, au fait, qui sont de notre quotidien. Et donc, il y avait les poules, je reprends les poules ici. Je remercie aussi par là même aussi nos collègues de Berlin qui nous avaient prêté ici. En bas à droite, vous avez les poules de la collection extraordinaire, de la collection berlinoise. Et on l'avait traité à deux endroits de l'exposition, l'objectif étant aussi de montrer les intentions derrière ces sélections. Et bien sûr que ce que vous voyez à gauche, c'est la poule bien grosse. Et ça, c'est la poule qui a été sélectionnée courant XXe siècle, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, dans un but de productivisme. Mais si on s'intéresse aux raisons initiales de la domestication de la poule et des croisements, c'était probablement, d'après les archéologues, d'autres raisons. C'était pour faire des combats, c'était pour avoir des plumes d'ornementation. Voilà, il y a d'autres dimensions que simplement. Donc évidemment, sortir de notre perspective présente productiviste pour aussi comprendre les autres raisons à l'origine des domestications, comme l'affiche ici, c'est le rouleur de Birmingham, qui sont ici actuellement des oiseaux, qui sont des pigeons domestiqués pour faire des backflips. Donc on peut faire des domestications pour des raisons très, très différentes, mais toujours culturelles, on va dire. Alors maintenant, j'aimerais encore, grâce à l'Anthropocène, on a traité d'une nature-culture, des objets hybrides. J'aimerais maintenant dire une autre chose, c'est qu'il faut comprendre que l'Anthropocène comme tous les concepts, ne sort pas de nulle part. L'Anthropocène sort d'un paradigme très profond qui a changé au courant du XXe siècle, qui est celui de la pensée systémique. C'est-à-dire que grossièrement, là aussi j'y vais avec mes gros sabots, on a fait de la science dans une démarche toujours plus réductionniste et disciplinaire, et on s'est rendu compte, courant XXe siècle, qu'il y avait des limites à cette approche et qu'il fallait commencer à entrevoir les choses d'une manière systémique. Donc je ne veux pas détailler les choses parce que je vais laisser un peu de temps pour des questions. Je vous conseille la lecture de cet excellent article que j'ai repris ici. Et bien sûr, ça concerne les sciences naturelles, mais ça concerne aussi les sciences humaines et sociales. Parce que je peux prendre un exemple, nous sommes en France, donc j'ai cité Bruno Latour avec Calon, mais aussi le britannique Lowe ont proposé ce qu'on appelle Actor Network Theory, qui est aussi clairement, on va dire, d'obédience systémique, mais aussi, alors, puisqu'on est en France aussi, le paraphilosophe, comme il se définit, Edgar Morin, qui a construit sa carrière sur l'idée de complexité signifiant interrelié, complexus au fait, et qui a un vrai succès dans le monde francophone, mais aussi je crois en Amérique du Sud et d'autres endroits du monde, et là qui a écrit un ouvrage il y a quelques années sous mandat de l'UNESCO. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, penser les choses systémiques.
Donc, c'est particulièrement intéressant de considérer les choses ainsi, et en particulier dans cet article que je mentionnais, à la fin est présenté un schéma de ce type qui vise à synthétiser la vision, en tout cas qui représente la vision qu'on a actuellement, que cette communauté des Earth System Sciences a de la Terre. Et ce qui est remarquable ici, c'est que vous voyez que sont définies une géosphère, une biosphère, une anthroposphère avec des limites floues. Et ce qui est remarquable, c'est que l'anthroposphère, vous ne voyez pas que ce n'est pas une black box. C'est vraiment détaillé. C'est qu'on voit maintenant, on voit en particulier, je mettrai l'accent là-dessus, on voit cultures, values and beliefs. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que si vous voulez vraiment questionner les enjeux actuels et le système Terre, vous devez tenir compte de ces choses-là. Et ça, c'est très important, et en particulier des valeurs. Alors, je vais un petit peu vite, mais j'aimerais passer à ce que je considère les objectifs pédagogiques globalement au temps de l'Anthropocène. Alors on pourrait dire que c'est partiellement, classiquement, on va dire, ça reste, je ne le renie pas, une transmission de savoir disciplinaire. On ne peut pas complètement rejeter cette dimension-là, elle a aussi ses intérêts, elle a aussi ses risques, mais enfin elle a son intérêt. Moi je milite plutôt, si on procède de la sorte, le problème c'est qu'on se limite à la partie gauche du schéma que je vous ai présenté précédemment. On va faire soit une transmission de savoir biologique ou géologique et ça suffit, on s'arrête là. En revanche, maintenant il est nécessaire d'avoir une vision beaucoup plus intégrative et surtout viser à faire vivre une expérience de détachement des représentations culturelles collectives. C'est-à-dire qu'il faut, dans nos objectifs, pas viser, je suis géologue, moi je ne vais pas viser, quand je fais de la médiation de la géologie, à ce que les gens directement comprennent ce que c'est le rifting ou la subduction. Non, ce qui va m'intéresser, c'est de mettre en jeu leur représentation qu'ils ont du temps et leur rapport au monde, au fait. Et ça relève des représentations collectives. Alors en allemand, j'aime beaucoup l'idée, je reprends toute cette idée, il y a deux mots pour dire culture, il y a la Kultur, ça c'est les représentations collectives, la culture dominante, mais l'objectif ici, c'est de challenger ces représentations collectives pour arriver à une démarche de culture, Bildung, qui est une démarche personnelle où vraiment on ébranle ces représentations en utilisant les savoirs disciplinaires, parce que bien sûr on va les utiliser, mais surtout on va leur donner du sens, qui est une condition essentielle pour l'apprentissage. Et puis donc ainsi on a un cercle vertueux qui se met entre ces deux dimensions. Donc évidemment ajouter cette dimension qui est à droite ici. Alors nous l'avons réalisé en collaboration avec une haute école pédagogique Canton du Valais, c'est University for Science Teachers, en fait si je dois traduire en anglais. On avait fait une exposition, je ne peux pas la présenter ici, mais enfin l'objectif c'était, elle parlait des questions environnementales, mais l'objectif principal, c'était de challenger la notion de pouvons-nous maîtriser le monde. C'était la question de la maîtrise qui était en jeu dans cette exposition. Alors pour conclure, je dirais que quel est notre positionnement, nous, en tant que musée professionnel du musée d'histoire naturelle? Alors on peut se dire que bien sûr, il y a la vision classique, préparer, ça c'est très présent dans les discours politiques. Il nous faut préparer les futurs citoyens aux enjeux auxquels nous allons être confrontés. Ok, très bien. On peut discuter, il y a aussi des choses, j'ai pas le temps de dire, il y a des choses intéressantes, d'autres qui le sont moins, je ne peux pas le dépasser. Mais surtout, ce pourquoi je plaide ici, et je pense que c'est ma conclusion, c'est que je pense que aussi nous devons être en mesure de questionner des valeurs pour préparer la prochaine génération. Je vous rappelle, l'Anthropocène est un signal que ça ne va pas du tout, et l'enjeu, il est aussi d'ordre culturel. Et nous pouvons être des acteurs culturels, non pas simplement en enseignant ce que signifie biodiversité ou la subduction, mais aussi, au travers de ces savoirs, questionner des valeurs, puisqu'il y a souvent un décalage entre les représentations communes et ces savoirs scientifiques. Et ma dernière slide, comme ça je serai dans les temps, donc je terminerai quand même par la définition du musée. J'aimerais juste dire, c'est vrai que j'ai eu l'honneur de faire partie de la commission internationale, donc j'ai participé au travail sur cette définition du musée. Sachez qu'il y a une chose pour laquelle je suis très très fier, pour laquelle je me suis battu, qui n'apparaît pas dans cette définition, parce qu'il est écrit Interprets and Exhibit Tangible and Intangible Heritage. J'ai dû me battre comme un fou au sein de ce groupe, pour qu'on ne mette pas Natural and Cultural Heritage. Et pour moi, c'est déjà une vraie victoire d'avoir, finalement, ça s'est joué à pas beaucoup, hein, honnêtement, c'était un peu limite, mais déjà, on a enlevé ça. Parce que, de fait, pour répondre à votre question tout à l'heure, tout objet dans un musée est de toute façon un objet par essence culturel. C'est-à-dire que si nous, on a une classification, on utilise la classification de Linné, ben, il y a déjà un modèle scientifique, c'est de toute façon un acte culturel. Mais quand même, au-delà de ce principe de base, c'est vrai qu'on sépare les choses. Nous aussi, nous sommes... mais dans le fond, vous voyez que ces objets, on a beaucoup d'objets hybrides, donc il faut cesser on peut utiliser nature-culture, mais on doit le faire consciemment, avec le recul nécessaire. Et dans le fond, pour moi, ce qui est important, et finalement, ce sur quoi j'ai insisté aujourd'hui, c'est que faire vivre des expériences variées d'éducation
Alors ça peut se faire aussi, tout ce que j'ai dit, par des moyens tout à fait agréables et sympathiques, hein, y compris ludiques. On a aussi un projet comme ça qu'on a mené, un mover. Mais aussi, ce qui est important, c'est ce terme reflection. Je crois qu'on doit amener des éléments de réflexion, pas forcément des vérités tout faites, mais on doit aussi participer d'une remise en question de valeurs culturelles profondes. Et bien sûr, les musées d'art le font depuis longtemps, mais nous devons aussi le faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Thank you very much, Nicolas, for this inspiring Merci, talk Nicolas, and start for the conference and also for the strong recommendation and impressionnant, et invitation aussi pour l'invitation de vraiment traverser les frontières qui nous divisent, et séparent la culture et la nature. Je pense que la suite, c'est l'avenir de notre histoire de musée. Et j'ai très envie, moi, de traverser les frontières avec vous. Donc, nous avons un tout petit peu de retard. Donc, je pense que là, nous n'aurons pas le temps pour des questions, mais nous allons les inclure dans la séance des questions à la fin de la séance 1. Donc, parlez avec Nicolas pendant la pause café, pendant la pause déjeuner, bien sûr. Mais je veux passer à Philippe maintenant pour nous expliquer la pause, en fait. Je pense qu'il a dit 10 minutes. Donc 10 minutes. Et s'il vous plaît, 10 minutes, et puis on revient dans la salle. Merci beaucoup.